Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les chaînes parlementaires, bienvenue à Marseille, au Parc Chano de Marseille, où nous allons vous faire vivre en direct et en intégralité tout au long de ce début d'après-midi le premier grand meeting de campagne de Nicolas Sarkozy à l'occasion de cette présidentielle 2012. À mes côtés, le politologue Roland Quérol. Bonjour Roland. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être avec nous tout au long de cet après-midi pour nous accompagner, nous décrypter, nous analyser ce que va être ce premier meeting. Et c'est peu de dire qu'il est très attendu, ce premier meeting de Nicolas Sarkozy. Il est très attendu. C'est en effet le vrai début de la vraie ligne droite de la campagne présidentielle. Vous vous rappelez, on disait jadis les meetings, on en verra de moins en moins, c'est pas très important, ça ne convainc que des convaincus. Eh bien non, les meetings sont extrêmement importants dans une campagne présidentielle. C'est là qu'on a l'image de la force, de l'enthousiasme, du contact direct avec le peuple. Et les grands candidats ne s'y trompent pas. Leur campagne va être ponctuée de meetings. Et évidemment, Marseille, qui a été un des bastions de la conquête du pouvoir par Nicolas Sarkozy en 2007, est particulièrement symbolique, particulièrement important. Alors on va rejoindre tout de suite Michael Zamès. Michael Zamès, vous vous trouvez à 2 pas de la scène où va être prononcé le discours du président sortant. Oui Jean-Pierre, absolument. Vous voyez sur ces images, dans quelques minutes, Nicolas Sarkozy viendra entamer son discours. En attendant, nous sommes ici, au pied de l'estrade, avec le président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer. Bernard Accoyer, merci d'être notre invité en direct. Vous allez être assis dans quelques minutes avec toutes les personnes qui sont venues soutenir Nicolas Sarkozy. On peut dire qu'il y a quelques jours, il y a 2 jours seulement, Nicolas Sarkozy a fait son premier discours de candidat chez vous, à Annecy. Est-ce que pour vous, ça y est, la campagne est véritablement lancée? Nicolas Sarkozy a enfilé son nouveau costume de candidat. Oui, j'ai assisté à ces premières rencontres avec les Français dans les rues d'Annecy, avec une réelle émotion où il était ému de retrouver, sans la barrière du protocole, de la distance, les Français. Son costume de candidat, il lui va mieux que le costume de président? C'est autre chose. Il a pendant 5 ans fait face pour la France, pour défendre la France et les Français. Maintenant, il propose aux Français de continuer cette œuvre qui est reconnue dans le monde entier comme ayant été réussie. C'est aux Français maintenant de décider. Vous entendez les militants qui viennent d'entonner la Marseillaise. Est-ce qu'on retrouve la magie de 2007, les accents de la campagne de 2007? C'est jamais pareil. La situation est extrêmement grave. Et dans la tempête, la France a besoin d'un capitaine, un homme d'expérience qui fasse autorité dans le monde comme dans le pays. Parce qu'on ne peut pas plaisanter, on ne peut pas hésiter, on ne peut pas manquer de solidité avec les réalités du monde, les réalités de la France. Il en va de notre niveau de vie, il en va de notre pacte social, il en va de l'avenir du pays. Merci Bernard Accoyer, merci d'être intervenu en direct. Autre invité qui va venir à nos côtés, le député maire de Nice, Christian Estrosi. Christian Estrosi qui est là. Merci Christian Estrosi, député maire de Nice, je le disais. Beaucoup de personnes de Nice sont venues en car pour rejoindre aujourd'hui Marseille pour ce premier meeting. Vous avez fait venir du monde. Je pense que près du quart de la salle sont des Niçois qui sont là aujourd'hui, puisque nous avions une trentaine de cars et près d'1 millier de personnes qui étaient enregistrées. Par ailleurs, c'est un grand moment parce que c'est le moment où ici dans le sud-est, nous voyons ce rassemblement qui s'était déjà fait en 2007, qui est en train de se reconstituer autour de celui qui incarne les grandes valeurs auxquelles nous sommes attachés au bord de la Méditerranée. Vous y croyez, vous, à la magie de 2007, le retour? Est-ce que c'est pas une nouvelle campagne qui commence, une autre façon de faire? Pour moi qui suis un compagnon de route de Nicolas Sarkozy depuis près de 25 ans, je connais son énergie, je sais aussi son ouverture d'esprit à l'égard des Français. Je sais combien l'expérience, ces années qui ont pesé sur ses épaules pour permettre à la France de tenir son rang, et en même temps son exigence de justice et d'équité vont beaucoup peser dans cette campagne. Il vous plaît ce début de campagne, notamment avec cette interview dans le Figaro, avec sûrement un retour à des valeurs qui vous plaisent? Bien, il y a au-delà du Figaro lui-même les propos qui ont été les siens dans son annonce de candidature, la responsabilité, la valeur travail, et en même temps faire le parallèle entre l'exigence de cette France forte, mais de veiller à ce que dans cette France forte, il y ait aussi une justice pour chaque Français, pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant, qui doit être prise en compte pour que personne ne le soit laissé sur le bord du chemin.
Et pour moi, qui suis dans cette grande lignée de gaullistes sociaux et qui souhaite voir dans cette campagne cette grande dimension de justice sociale prise en compte dans la compétitivité de nos entreprises, dans la relance de notre industrie, de notre production, de notre capacité à conquérir des marchés pour défendre l'emploi français, je crois que les premiers thèmes ouverts par Nicolas Sarkozy sont ceux qui doivent conduire à la solidité de cette campagne et à sa crédibilité. Merci beaucoup Christian Estrosi, on va vous laisser regagner votre siège, ça va bien sûr commencer, on nous a dit à 15h, on nous a dit de nous dépêcher, à tout à l'heure. Merci beaucoup Mickaël, à tout à l'heure donc pour d'autres réactions. Le parc Chano de Marseille où nous nous trouvons en direct contient à peu près quelques 4500 places assises, 6000 personnes peuvent tenir dans le hall où nous nous trouvons actuellement, autrement dit 1500 personnes sont attendues ici en plus, sont déjà debout tout autour de nous, tout autour de cet endroit où nous nous trouvons, Roland. Alors maintenant sur le fond, on entendait Bernard Accoyer tout à l'heure nous parler de ce meeting d'Annecy, meeting de plus petite taille qu'aujourd'hui à Marseille, où Nicolas Sarkozy a, je le cite, demandé à redonner la parole à la France du non. Il entend aussi redonner la parole au peuple français, je le cite toujours. Qu'y a-t-il derrière ces slogans, ces mots prononcés jusqu'à maintenant par Nicolas Sarkozy dans ce début de campagne? C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde et que le monde attendu est là. En tout cas, les supporters de Nicolas Sarkozy sont venus dans le nombre prévu, prêts à acclamer leur idole. Et évidemment, ça va être très intéressant de voir les axes précis que va développer aujourd'hui Nicolas Sarkozy ici à Marseille. C'est ici en 2007 que s'était fait ce qu'on a appelé le siphonnage des voix du Front National, parce que dans ce sud-est qu'évoquait avec sa culture politique particulière M. Estrosi, il avait su leur parler d'immigration, de sécurité, d'ordre, d'autorité, de telle façon qu'il avait en effet convaincu un grand nombre de ses électeurs de le rejoindre dès le premier tour et les autres au second tour. Autrement dit, la problématique de Nicolas Sarkozy en ce début de campagne est le même. Il va falloir aller chercher des voix du côté du Front National. On est un des rares pays du monde où il faut faire 50% pour arriver au pouvoir. Dans la plupart des pays, on gouverne avec 35 ou 40. Là, il faut vraiment qu'aucune voix de l'ensemble du camp et un peu au-delà ne manque. Donc c'est toute la droite qui doit être rassemblée dans les urnes, y compris, même si elle n'appartient pas du tout à la famille, l'extrême droite. On ne peut pas gagner sans elle, et donc il faut en même temps pour Nicolas Sarkozy être présent sur le front de ce que M. Estrosi vient d'appeler le gaullisme social, Absolument. La justice sociale, mais aussi sur les thèmes d'ordre et de sécurité qui intéressent plus particulièrement l'extrême droite, qui est extrêmement forte dans cette partie de la France. Et donc le dosage que va en permanence faire Nicolas Sarkozy entre ces deux nécessités va être l'un des éléments clés de cette campagne. On peut penser qu'aujourd'hui à Marseille, comme il est précisément au cœur de ce sud-est dans lequel pèse beaucoup cette tradition d'ordre et de sécurité, il va être particulièrement attentif à ce thème, mais il peut aussi, avec lui on n'est pas à l'abri d'une surprise, il peut aussi en revanche être beaucoup plus présent aussi sur le front de la justice sociale. On va voir ça dans un instant. Discours attendu aux alentours de 15h30, mais ce meeting devrait commencer aux alentours de 15h15 avec quelques mots de Jean-Claude Gaudin, le sénateur Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, qui est celui qui accueille cet après-midi le désormais candidat Nicolas Sarkozy. Quelques mots aussi probablement de Jean-François Copé, le numéro 1 de l'UMP. Nous verrons ça dans un instant. C'est en direct bien sûr sur les chaînes parlementaires. On parlait du positionnement de Nicolas Sarkozy. On a qualifié ce positionnement de droite, assumé, avec un triptyque travail, responsabilité, autorité. Ça recoupe tout à fait ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire il faut d'abord gagner une bataille comme celle-là dans son camp dès le premier tour. Il faut la gagner, il faut à la fois aller rechercher des électeurs qui aujourd'hui sont allés sur François Bayrou, mais aussi aller chercher des électeurs qui s'égareraient du côté de Marine Le Pen. Et il faut le faire, en effet, sur les thèmes que nous venons de rappeler. Et aussi, pour l'extrême droite, il y a eu cette idée d'aller restaurer le référendum, cette idée d'un contact direct entre le peuple et les textes proposés par le président, au-delà, passant par-dessus la tête des fameuses élites. Ce qui a beaucoup fait couler d'encre, parce que certains disent que le président de la République étant contre les élites, c'est tout de même un petit peu audacieux. Mais on voit bien qu'il y a là... sont les syndicats, les partis politiques, les partis politiques, les groupes de pression, les caciques de la politique, c'est ça. Mais en général, on
pense que le président fait partie des élites. Mais lui, il veut se situer du côté du peuple, contre les élites, faisant une espèce de populisme officiel, institutionnel, ce qui est quelque chose d'assez nouveau sur la scène européenne. Alors, est-ce que tout ça va payer? C'est ce qu'on va voir dans les sondages qui vont venir. On voit bien que ce début de campagne est assez tonitruant et on va voir très vite, dans les 10-15 jours qui viennent, si la mayonnaise commence à prendre. Je ne crois pas que la politique se fasse à l'aune des sondages, mais c'est très important d'avoir en même temps ce baromètre, ce tableau de bord qui dit comment réagissent en direct les Français aux initiatives de campagne. Et sur cette base-là, que vous avez appelée droitière, mais qui est en effet droitière. Les observateurs ont absolument, droitière, je crois que c'est très juste. Il y a un fond droitier sur le plan des valeurs. Et le problème de Nicolas Sarkozy, ça va être de tenir en permanence les deux bouts de la chaîne. D'un côté, une droitisation incontestable sur le front des valeurs et en même temps une campagne très économique sur la compétitivité de la France forte, qui est le slogan qui est aujourd'hui à nouveau sur la tribune, une campagne très économique pour essayer de montrer comment on pourrait sortir de la crise. Et la difficulté, c'est de tenir les deux en même temps, sans irriter, sans choquer ni les centristes et les modérés d'un côté, ni l'extrême droite de l'autre. Alors nous sommes bien entendu à Marseille aujourd'hui, mais il s'est aussi passé des choses hier, Roland, et c'était à Paris avec l'inauguration officielle, cette fois du QG du candidat Nicolas Sarkozy. Germain Andrieux et Betty Lacheguerre y étaient. Regardez. C'est la nouvelle attraction du 15e arrondissement de Paris, le nouveau quartier général de Nicolas Sarkozy. Première journée, portes ouvertes pour quelques invités. Qu'est-ce que vous souhaitez à Nicolas Sarkozy? De gagner. Même objectif pour l'équipe de campagne. À l'intérieur, le bureau de Nicolas Sarkozy. Au total, près de 600 mètres carrés pour 18 000 € par mois. Une équipe de 40 personnes et une porte-parole officielle, Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est la mise en place et puis le président l'a dit, je démissionnerai du gouvernement d'ici quelques jours. Il y a quelques dossiers que je veux finaliser, des dossiers importants. Par exemple, on doit sortir la clause de sauvegarde sur les OGM. On a un certain nombre de sujets sur la sûreté nucléaire qui sont en cours. Voilà, ce sont des dossiers importants que je veux laisser en ordre en quittant le ministère. À l'extérieur, la circulation est coupée. Nouveau bain de foule pour le président candidat. C'est l'heure de l'inauguration, mais aussi d'inverser les sondages à 2 mois du premier tour. Je crois que les choses vont changer. On va être attentif à l'évolution des courbes d'opinion, des courbes d'intention de vote maintenant. Et les premiers signes que l'on peut observer sont encourageants. Le premier temps, c'est celui du diagnostic. Quels sont les défis, les enjeux qui sont ceux de l'élection présidentielle. Et ensuite, d'ici, va se concevoir un programme et des propositions que nous ferons aux Français. Pour le moment, quels que soient les sondages, Nicolas Sarkozy reste derrière François Hollande au premier tour et est largement battu au second. Voilà, retour à Marseille, au Parc Chanot. Ce qu'on a vu, c'était hier, cette inauguration officielle du QG de Nicolas Sarkozy. C'est bien là que va se situer le centre névralgique de la campagne du candidat. À la fois, évidemment, un QG, c'est extrêmement important. C'est là qu'on donne les ordres à l'ensemble de la troupe des militants. C'est là qu'on organise les meetings, la succession des émissions de télévision, les rencontres, les rendez-vous, les voyages du candidat. Mais en même temps, voilà, en même temps, on voit bien que c'est pas un endroit où on peut avoir les grandes décisions de stratégie politique. À la vérité, le siège réel de la campagne, il est là où sera Nicolas Sarkozy. S'il est dans son bureau à l'Élysée, s'il est quelque part dans Paris avec 2 ou 3 de ses plus fidèles conseillers, c'est pas forcément au quartier général de campagne, et c'est là que sera le centre névralgique. Il est probablement partout et nulle part. Le quartier général, c'est important, et puis il y a la porte-parole qui est là, un choix extrêmement important lui aussi. Elle a publié un livre contre le Front National et elle a pourtant à gérer cette campagne qui ne doit pas oublier les sympathisants du Front National. Voilà, c'est très important, mais c'est évidemment pas le centre politique de la campagne. On retrouve tout de suite Michael Zamez. Michael, vous êtes aux côtés de simples militants qui sont là cet après-midi au Parc Chanot pour entendre ce premier grand discours de Nicolas Sarkozy dans cette campagne. Oui, Jean-Pierre, absolument. Nous sommes avec des jeunes militants. Nous sommes encore à quelques mètres de l'endroit où Nicolas Sarkozy va s'exprimer dans quelques minutes. On a reculé un petit peu. On a été obligé de sortir car les choses avancent et on nous promet un début d'ici une dizaine de minutes maximum. Alors, messieurs, dames, vous êtes venus ici pour soutenir Nicolas Sarkozy, un Parisien, un Marseillais, vous voyez comme quoi c'est possible. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce discours? C'est votre première campagne? C'est ma première campagne et donc je suis très honoré d'être là, ça fait très plaisir. Et on a l'occasion de rencontrer des Parisiens, donc même si on ne supporte pas la même équipe, on est là pour le même candidat. Mehdi, les Marseillais. Stéphane, le Parisien.
Moi, c'est ma deuxième campagne. J'ai vécu la fin de 2007. J'ai adhéré en avril. Et je suis très, très heureux d'être là. La salle est pleine, une énorme ambiance. On attend le candidat avec impatience. On a vraiment hâte que les hostilités commencent. Et par rapport à 2007, vous sentez un changement ou c'est la même préparation, la même envie, la même magie? Moi, je suis toujours aussi enthousiasmé. Une telle énergie, une telle fougue, une telle ambiance, une telle foule. Enfin, ce qui vous enthousiasme le plus, c'est le candidat, c'est ce qui se passe autour? Moi, ce qui m'enthousiasme, c'est le candidat. Parce que le candidat, il est toujours avec une telle énergie, une telle envie. Et aussi les militants, la mobilisation, regardez l'ambiance, les drapeaux, les jeunes sont là. La France forte. Voilà, vous avez pu entendre les militants. Et vous voyez actuellement François Fillon, entre autres, qui sont en train d'arriver. À vous, Jean-Pierre. Merci beaucoup, Mickaël. À tout à l'heure. François Fillon, le Premier ministre, vient d'arriver. On l'a vu sur ces images. Roland Tirole, Alain Juppé est là. C'est le banc et l'arrière-banc qui est là cet après-midi. C'est important, j'imagine, pour soutenir le candidat. C'est important que toutes les sensibilités du parti UMP soient présentes. Les électeurs sont extrêmement sensibles à l'idée de l'unité. L'unité, 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 c'est ce que réclament dans tous les sondages les militants, les sympathisants, les électeurs de la droite. Et il est important dans ces meetings de le manifester. Carla Bruni, l'épouse du président Sarkozy, candidat désormais à la présidence de la République. Carla Bruni qui entend, elle aussi, être présente dans cette campagne. Elle l'a fait savoir. Absolument, ça va être la première fois qu'on va vraiment avoir une première dame qui va être directement impliquée dans la campagne. Et visiblement, elle le fait avec un certain plaisir. Carla Bruni Sarkozy, dont c'est le premier grand meeting, hein, elle l'a dit, c'était chez nos confrères du Parisien. Elle est donc bel et bien présente cet après-midi. On a vu aussi Brice Hortefeux qui aura un rôle de conseiller politique dans cette campagne. Pas de place officielle dans l'organigramme, mais on sait que c'est un compagnon de longue date de Nicolas Sarkozy. François Fillon qui regarde la salle, qui salue les militants présents ici. Il y a des grands écrans présents ici et donc d'où ces clameurs, y compris d'ailleurs à l'extérieur de cette salle où on voit d'ici où nous sommes que les choses commencent à évoluer. Un certain nombre de personnes sont désormais à l'extérieur du hall où nous nous trouvons actuellement. Autrement dit, on peut estimer, Roland, qu'il y a d'ores et déjà entre 6 et 8 000 personnes ici au Parc Chano. Oui, visiblement, il y a nettement plus que les 6 000 personnes attendues. Il y a réellement, il n'y a pas un interstice libre dans les endroits des places debout autour de nous. On voit que sur le plan de l'assistance, en tout cas, le pari tenté a été réussi. Alors des chants de la Marseillaise ont été entonnés spontanément dans la salle et ce depuis maintenant environ une trentaine de minutes. C'est peut-être l'occasion de nous dire, et voici Jean-Claude Gaudin, le sénateur maire de Marseille, qui est l'accueillant de ce meeting, qui vient de prendre la parole. Il devrait parler environ 3-4 minutes et vous allez l'entendre tout de suite. C'est lui qui accueille cet après-midi le candidat Nicolas Sarkozy. Et aux ministres qui sont venus. Chers amis, nous sommes tous très heureux d'être là aujourd'hui à Marseille avec Nicolas Sarkozy. Heureux d'engager cette campagne avec lui et nous en sommes sûrs pour qu'il gagne l'élection présidentielle du 6 mai prochain. Avec notre secrétaire général, Jean-François Copé, qui pilote avec honneur et conviction notre formation politique. Nous allons apporter à Nicolas Sarkozy notre mobilisation totale, notre détermination, notre enthousiasme pour faire gagner nos idées pour la France. Nicolas Sarkozy peut compter sur nous, comme nous pouvons compter sur lui. À Marseille, depuis 5 ans, il nous a toujours apporté son soutien pour nos projets et son amitié dans ses nombreuses rencontres avec notre ville et avec les Marseillais. Nous sommes réunis ici pour dire à Nicolas Sarkozy que notre famille politique, nos parlementaires, nos élus, nos militants et une majorité de Marseillais sont unis et rassemblés derrière lui. Nous n'avons jamais douté
de sa décision. Et nous sommes prêts pour la confrontation démocratique. Nous savons que nous pouvons gagner pour la France et pour les Français, car maintenant, les masques vont tomber, ceux du mensonge par rapport à la vérité, ceux de la démagogie par rapport au courage. Plus que jamais dans la crise, la France a besoin d'un projet clair, pas d'un programme écrit avec une photocopieuse et une gomme. Une photocopieuse, c'est-à-dire les recettes socialistes du passé. Encore plus de dépenses publiques, encore plus d'impôts. Et une gomme, c'est-à-dire la valse à 1000 temps, des déclarations qui changent d'un jour à l'autre sur la finance, sur l'énergie, sur le quotient familial, sur les retraites et tant d'autres sujets importants. Nicolas Sarkozy l'a très bien dit, le candidat socialiste ment le matin et le soir, et il aurait pu ajouter à midi aussi. Les Français ne veulent plus de promesses impossibles à tenir. Ils veulent une politique courageuse et juste pour la France, pour que la France reste forte dans une Europe dynamique. Malgré les attaques incessantes de l'opposition depuis 5 ans, le bilan du président Sarkozy et du gouvernement de François Fillon, l'inoxydable. Le bilan est impressionnant. Et nous allons le dire pendant cette campagne. Et face à des crises incessantes depuis 3 ans, le président Nicolas Sarkozy a apporté sans relâche les réponses que la situation nationale, internationale, européenne exigeait. Il faut plus que jamais un homme d'État pour diriger la France et pas le chef du Parti socialiste de la rue Solferino. Chers amis, avec Nicolas Sarkozy, avec François Fillon, allez, un petit clin d'œil à Alain Juppé, vous allez dire pourquoi. Ben, je vais vous dire pourquoi. C'est lui qui un jour m'a fait ministre. Alors ça me fait très plaisir qu'il soit là aujourd'hui. Et à travers Alain. Et à travers Alain, les autres ministres, les parlementaires qui sont là. Allez, voilà, tiens, moi j'ai fini mon discours, Jean-François, c'est à toi. Jean-Claude Gaudin, sénateur maire de Marseille, qui chauffe l'ambiance ici au Parc Chano à Marseille. Et c'est maintenant Jean-François Copé, le secrétaire général de l'UMP, qui va prendre la parole pour environ 5 minutes. Et puis ensuite, bien sûr, ça sera au tour du désormais candidat à la présidence de la République, président sortant Nicolas Sarkozy, de prendre la parole. On écoute Jean-François Copé, numéro 1 de l'UMP. Aussi nombreux aujourd'hui à Marseille. Mercredi soir, Nicolas Sarkozy a annoncé une décision essentielle pour l'avenir de notre pays. Pour poursuivre le grand œuvre accompli depuis 2007, il est candidat à l'élection présidentielle. Mercredi soir, il nous a dit son amour de la France, sa passion d'être français, sa volonté de continuer à tout donner au service de notre pays. Mercredi soir, il a lancé un appel à tous les Français afin que nous nous engagions ensemble
au service d'une France toujours plus forte. Et depuis mercredi soir, un grand mouvement se lève. De toute la France, nous recevons les réponses enthousiastes à cet appel. Les réponses de tous ceux qui refusent l'abaissement de notre pays. Les réponses de tous ceux qui savent qu'en période de crise majeure, la première vertu, celle qui compte le plus, c'est l'aptitude au commandement, à décider et à agir pour la France. Les réponses aussi. Les réponses de tous ceux qui ne supportent plus les caricatures d'une opposition toujours arrogante et revancharde. Les réponses de tous ceux, enfin, qui n'en peuvent plus d'entendre que l'élection est jouée. Tout cela parce qu'un petit microcosme à Paris a décidé que le peuple souverain n'aurait plus son mot à dire, ni pour les référendums, ni pour l'élection du président de la République. Depuis mercredi soir, nous sentons monter l'élan de toutes celles et de tous ceux qui veulent garder la liberté de choisir et de construire l'avenir des enfants de France. Alors oui, c'est vrai, lorsque, depuis ce matin, je vous ai vu arriver si nombreux de partout, c'est vrai, j'ai ressenti, comme je crois beaucoup d'entre vous, cette émotion qui précède les grandes batailles, après des mois et des mois de préparation. Et je voudrais, du fond du cœur, vous remercier personnellement, chacune et chacun d'entre vous, pour les efforts que vous avez accomplis sans relâche depuis des mois. Cher Jean-Claude Gaudin, cher Renaud Muselier, vous vous en souvenez, ici, dans cette salle, à Marseille, le 4 septembre dernier, à l'occasion de notre campus, je donnais l'ordre de mobilisation générale. Et depuis ce moment, jour après jour, chacun des 262 000 militants de l'UMP s'est levé dans chaque ville et dans chaque village de France pour répondre à notre appel. Et donc, aujourd'hui, je vous le dis, ça y est, nous sommes prêts. Et cet après-midi, autour de Nicolas Sarkozy, nous sommes plus de 15 000 pour donner le coup d'envoi de la campagne présidentielle. Militants, élus, ministres, Premier ministre, cher François, cher Alain, mes chers amis, tous, nous sommes engagés avec la même détermination, faire gagner la France et faire gagner Nicolas Sarkozy. C'est vrai, et je veux vous le dire avec gravité, c'est le candidat Nicolas Sarkozy, c'est le candidat que l'UMP porte avec ferveur, mais depuis le 6 mai 2007, il est devenu, par la volonté du peuple français, le président de la République. Et le président de la République, mes chers amis, ne nous appartient pas. Il est, au-delà de notre mouvement, le candidat pour la France. Il a proposé mercredi soir un magnifique projet aux Français. Bâtir une France forte. Et la France forte, c'est d'abord une France rassemblée. On ne fait jamais rien de grand si on est divisé. Et en France, le rassemblement, il se construit sur une histoire partagée, une histoire dont nous sommes fiers. Il se construit sur des valeurs exigeantes, sur le respect inconditionnel de l'équilibre entre les droits et les devoirs. Il se construit sur une volonté de partager un destin commun, en refusant tous les communautarismes et tous les fanatismes. La France forte, c'est aussi une France courageuse.
Vous avez compris pourquoi les chaises nous manquent même dans la salle. La France forte, c'est aussi une France courageuse. Le courage de dire la vérité, de s'y tenir. Le courage de réformer au risque de l'impopularité. Le courage d'innover et d'abandonner les vieilles ficelles du passé, emploi public, dépenses publiques, matraquage fiscal. Le courage, c'est aussi de refuser les alliances avec ceux qui veulent brader tous les atouts de la France, notre politique familiale, notre indépendance énergétique, notre défense nationale, notre influence internationale. Ah, le courage, voilà un mot que vous n'entendrez jamais lorsqu'il s'agit de François Hollande. Et d'ailleurs, laissez-moi vous glisser cette petite idée au creux de l'oreille. Que disent ses amis, je dis bien ses amis, lorsqu'ils veulent dire du bien de François Hollande? Ils disent qu'il est normal, ils disent qu'il est habile. Il paraît même que parfois, en privé, nous dit-on, il est drôle. Mais jamais, ceux qui le soutiennent, ceux qui veulent en dire du bien, ne disent de François Hollande qu'il est courageux. Voilà qui mérite d'être médité et d'être rappelé aux Français que vous rencontrerez au cours de la campagne. Vous en voulez une illustration? La voici. Je pose solennellement avec vous tous à François Hollande cette question. Monsieur Hollande, irez-vous devant les employés de nos centrales nucléaires que vous voulez licencier au mépris de l'intérêt de la France et des centaines de milliers d'emplois d'excellence? Aurez-vous le courage et tout simplement le respect d'aller à Fessenheim, annoncer aux ouvriers que vous voulez détruire leur outil de travail? La France forte, c'est donc une France rassemblée, c'est une France courageuse. Mais la France forte, c'est aussi une France généreuse. La générosité, mes chers amis, la générosité, ça n'est pas de tout donner à tout le monde, non. Ça, c'est l'assistanat. Et en plus, quand c'est de l'argent qu'on promet mais qu'on n'a pas, c'est du socialisme. La générosité, c'est de mettre l'humain au cœur de la politique. Nous ne sommes pas simplement là pour traiter des dossiers, ouvrir des chantiers, additionner des statistiques. Non, non. Non, la générosité, c'est d'abord de se mettre à l'écoute de nos compatriotes, partager, considérer, écouter, aimer. C'est porter le message de celles et ceux qui font la France au quotidien, de celles et ceux qui ne sont ni pauvres ni riches et qui, du fait de la crise, se sentent parfois simplement déconsidérés, de cette France silencieuse, des enseignants, des agriculteurs, des élus locaux, des médecins, des salariés, des entrepreneurs, sans laquelle notre pays ne serait pas ce qu'il est, une grande et belle nation. La générosité, c'est donc bien ce que je vous invite à avoir au fond du cœur tout au long de cette campagne et tout simplement de nos vies. C'est ce qui fait que ces campagnes sont de tels moments d'humanité, de passion, d'enthousiasme. Il y a le combat des idées, mais il y a aussi, et je vous y invite, dans ces moments-là, au service de la France, des rendez-vous de sensibilité et d'humanité que rien, jamais, ne peut remplacer dans l'histoire d'une vie, et c'est celle des citoyens français engagés que vous êtes au service de Nicolas Sarkozy et au service de la France. Voilà, mes chers amis. Oui, nous aussi, nous pensons que vivre, c'est s'engager. Et dans les mois qui viennent, nous allons nous engager comme jamais. Ce qui se joue dans les prochaines semaines, vous l'avez compris, c'est l'avenir de notre pays. C'est l'avenir que nous construisons pour les enfants de France. Alors, tous ensemble, nous sommes maintenant mobilisés à fond pour la victoire de Nicolas Sarkozy. Nicolas, tu peux compter sur nous. Nous sommes avec toi pour la France.
Voilà, donc c'était le numéro 1 de l'UMP, Jean-François Copé, qui lui aussi a chauffé à blanc cette salle avec des plans de l'extérieur de cette salle où nous nous trouvons. Et vous avez vu, il y a aussi beaucoup de monde. Autrement dit, on en serait probablement à 8 000, peut-être même entre 8 et 10 000 personnes ici à ce parc Chano, dont une partie est à l'intérieur du hall où nous nous trouvons et l'autre partie se trouve à l'extérieur. On a bien compris que c'est François Hollande qui est là en ligne de mire très clairement, avec des propos assez durs de Jean-François Poté le concernant. C'est Nicolas Sarkozy qui fait son entrée. Oui, vous avez vu avec deux formes d'éloquence très différentes. Gaudin méridional, éloquence classique, et Copé plus moderne et parisien. Tous les deux ont brodé sur les mêmes thèmes et ce sur quoi ils ont le mieux marché, c'est quand ils s'en sont pris à l'opposition, au socialisme et à François Hollande. C'est ça qui fait vibrer la foule. Les drapeaux bleu, blanc, rouge sont sortis à l'unisson dans cette salle. Voici Nicolas Sarkozy, une remontée assez brève finalement des travées. Il est rentré par un côté de la salle, le côté droit de cette salle ici au parc Chano. Petite remontée de travée, il est maintenant sur l'estrade et il va prononcer un discours d'environ 1h15. On écoute avec une certaine impatience, il faut bien dire, Roland, le premier discours du premier grand meeting de Nicolas Sarkozy dans cette campagne 2012. Aujourd'hui, je suis venu parler de la France. On ne parle pas assez de la France. Comme si c'était démodé de parler de la France. Comme si on avait fini par tellement s'y habituer à la France que l'on n'y accordait plus d'importance. Jeune, j'ai aimé la France sans le savoir. Beaucoup dans ma famille venaient de loin. J'aimais le ciel sous lequel je vivais, et pourtant ce n'était pas, monsieur le maire, le ciel de Marseille. J'aimais le son des mots, j'aimais des chansons, j'aimais des musiques, j'aimais des livres, j'aimais des villes, une façon tellement française d'aligner les maisons, de planter les arbres le long des routes. J'aimais des bords de mer, j'aimais une façon de rire, j'aimais une façon d'être libre, j'aimais une façon française de goûter la vie, j'aimais une façon d'aimer. Au fond, j'aimais la France sans le savoir. J'aimais la France, jeune, sans comprendre le prix qu'avaient dû payer tant de générations pour nous léguer le pays qui allait devenir notre patrie. J'aimais la France comme on aime l'air qu'on respire, mais je l'aimais au fond sans comprendre ce que la France avait d'unique, ce que la France devait à des milliers d'années de travail et d'amour et au sang versé par tant de femmes et tant d'hommes pour qu'en entendant le nom de France, il n'y ait pas une seule personne au monde qui ne pense à la liberté. J'ai mis du temps pour mesurer à quel point, si la France restait si vivante dans mon cœur, elle le devait aussi à tous ceux qui, dans le monde entier, continuent d'aimer la France et continuent d'espérer en la France. Je n'ai cessé, en avançant dans la vie, de ressentir à quel point cette idée de France, qui me semblait si éloignée de mon existence quotidienne lorsque j'étais jeune, y était en réalité présente à chaque instant. Combien la France était humaine, combien la France était charnelle et combien, finalement, la France avait contribué à me façonner depuis l'enfance. Je me souviens qu'au début, j'ai fait de la politique. J'ai fait de la politique parce que je voulais agir, je voulais résoudre des problèmes, je voulais aider les gens à surmonter leurs difficultés. Je voulais me battre pour des idées. Mais en me tournant sur toutes ces années, j'ai compris que le combat essentiel, c'est celui que l'on mène pour le pays qui vous a vu naître ou le pays que l'on reconnaît comme sien. Il n'y a pas un seul combat qui soit supérieur à celui qu'on mène pour son pays.
Confronté tous les jours aux difficultés quotidiennes des Français, je me suis forgé la conviction qu'en tirant tous les fils de la politique, on remontait toujours à la France. Que la France, au bout du compte, devait être le grand sujet de la politique et que l'on ne pouvait pas séparer la vie des Français du destin de la France, que l'on ne pouvait pas résoudre les problèmes des Français sans résoudre ceux de la France, que la France était au final le seul rempart grâce auquel on pouvait protéger les Français. Telle est la conviction, mes chers amis, que je veux faire partager tout au long de cette campagne que nous allons vivre ensemble. Les 5 années écoulées depuis que les Français m'ont élu à la présidence de la République n'ont fait que renforcer cette conviction. Une France faible ne peut pas protéger les Français. Les plus anciens ici savent bien que dans les périodes les plus noires de notre histoire, celles qui ont été les plus douloureuses pour les Français, le malheur est toujours venu de ce que la France n'avait pas été assez forte quand la lâcheté, quand la démission, quand la faiblesse de gouvernements de passage ont été à l'œuvre. Ce sont les Français qui ont eu à en assumer les conséquences. Il n'y a pas de Français heureux sur le malheur de la France. Il n'y a pas de Français protégés sur la faiblesse de la France. Depuis 2008, dans la tempête économique et financière, sans doute la plus grave et la plus dangereuse que le monde ait connue depuis les années 30, la France a résisté. La France a tenu. Et les Français ont fait face. Je sais mieux que personne toutes les souffrances et toutes les difficultés que cette crise a créées. Parce qu'en France, je l'ai appris, toutes les souffrances et toutes les difficultés des Français remontent toujours au président de la République. Parce que chacun se tourne vers lui pour exprimer ses souffrances, pour demander de l'aide. Parce que chacun le regarde comme le dernier recours lorsqu'on a épuisé tous les autres. Je mesure ce qu'il aurait fallu faire de plus, ce qu'il aurait fallu faire de mieux. J'ai un devoir de lucidité. Et je ne prétends pas et je ne prétendrai jamais que nous avons tout réussi. Mais je veux dire, pour que chacun le comprenne, que nous avons échappé à une catastrophe. Je veux le dire calmement, mais je veux le dire fermement. Ceux qui font comme si rien de grave ne s'était passé depuis 3 ans dans le monde, ceux qui font comme si les risques auxquels la France s'était trouvée confrontée n'avaient pas été dramatiques, ceux-là mentent aux Français, ceux-là ne rendent pas service à la France. Dans 2 mois, cela sera pour chacun de vous le moment du choix. Les circonstances font que le choix des Français sera décisif. Je veux que chacun de nos compatriotes puisse pouvoir décider en mesurant les enjeux. Si aujourd'hui, on ne comprend pas la nature de la crise et les risques qu'elle nous fait courir, alors non seulement on ne peut pas juger le passé, mais par-dessus tout, on ne peut pas imaginer l'avenir, on ne peut pas préparer l'avenir. Occulter la crise, ce n'est pas seulement malhonnête, c'est dangereux, parce qu'on ne se défend pas contre des périls dont on nie l'existence, parce que l'on ne protège pas contre des menaces qu'on fait semblant d'ignorer. Dire aux Français, dormez tranquille, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de risque, c'est jouer avec l'avenir des Français, c'est les laisser sans défense quand la crise et quand les risques les auront rattrapés, c'est irresponsable et c'est moralement inacceptable.
Mon message aux Français, à tous les Français, quelles que soient leurs convictions, c'est de leur dire souvenez-vous. Souvenez-vous à l'automne 2008. Toutes les banques du monde ont failli disparaître. Souvenez-vous, c'était hier. Si les banques françaises avaient été entraînées dans un tel cataclysme, c'est votre épargne, le fruit de votre travail, vos économies, vos salaires, vos emplois qui auraient été emportés. Nous avons réussi à éviter cette catastrophe. Et puis, il y a eu la crise économique, il y a eu la récession qui a touché tous les pays dans le monde sans aucune exception. Il a fallu que l'État intervienne pour financer l'économie, pour soutenir l'activité, pour éviter une nouvelle fois que tout s'effondre. Nous avons réussi une nouvelle fois à éviter la catastrophe. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, après cela, il y a eu la crise des dettes publiques, la crise de l'Europe, la crise de l'euro. Et il a fallu que la France s'implique à chaque minute pour empêcher l'éclatement de l'euro, qui aurait emporté toute l'Europe et qui aurait coûté si cher aux Français, et en particulier aux plus vulnérables. Nous avons réussi une nouvelle fois à éviter la catastrophe. Et je dis nous, parce que je tiens à associer François Fillon et l'ensemble du gouvernement au travail qui a été engagé. Mes chers compatriotes, mes chers amis, et au-delà de vous, à tous les Français, si un seul Français, un seul, doute de ce que je viens de dire, et s'il veut savoir, ce Français, à quoi nous avons échappé, ce qui aurait pu arriver à chacun si la France n'avait pas été forte, je demande à ce Français qui doute, à ces Français qui doutent, de regarder ce qui arrive aujourd'hui à l'ouvrier grec, de penser à ce qui arrive aujourd'hui aux retraités italiens, d'imaginer ce que peut ressentir le chômeur espagnol qui a si peu de chances de retrouver un emploi parce que le chômage y est 3 fois plus élevé qu'en France. Je demande à ces Français d'imaginer le fonctionnaire portugais avec son traitement diminué de 15%. Je lui demande de regarder ces milliers de familles américaines condamnées à vivre dans des mobil-homes parce qu'au chômage, ils ne peuvent plus payer les traites de leur maison. En France, c'est vrai, l'endettement a augmenté. Les fins de mois de nombre de nos compatriotes sont difficiles. C'est vrai, il y a plus de chômeurs. C'est vrai, c'est difficile de se loger. C'est vrai, on ne pourra plus partir à la retraite à 60 ans. C'est vrai, il va falloir travailler plus longtemps. C'est vrai, un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite n'est pas remplacé. Mais ces décisions, je les assume parce qu'elles étaient difficiles. Mais si ces décisions, je ne les avais pas prises à temps, où en serions-nous aujourd'hui? Voilà la question qu'il convient de poser. La vérité ne me fait pas peur. La vérité ne doit pas faire peur à la France. La vérité, c'est que la France n'a pas été emportée par une crise de confiance qui a ravagé tant de pays dans le monde. La vérité, c'est que l'État n'a pas fait faillite. La vérité, c'est que les salaires et les pensions de retraite n'ont pas été baissés. La vérité, c'est que le chômage n'a pas explosé comme ailleurs. La vérité, c'est que des milliers de Français n'ont pas été chassés de chez eux. La vérité,
c'est que dans notre beau pays, il n'y a pas eu ce désespoir, cette violence qui a embrasé tant d'autres pays si proches de notre cœur et de nos frontières. Il faut regarder en face la réalité du monde, la réalité de la crise pour comprendre que travailler davantage, c'est la seule façon de préserver notre niveau de vie, notre pouvoir d'achat et de sortir par le haut de cette crise qui tire tant de pays vers le bas. C'est la seule façon de travailler davantage, de ne pas laisser à nos enfants un pays qui croulerait sous les dettes et sous les déficits, où les mèneraient des gens incapables de dire non à la plus petite revendication. Notre génération n'a pas le droit, elle n'a pas le droit de laisser à nos enfants le soin de régler les factures que nous n'aurions pas eu le courage d'assumer. Si on refuse la réalité, on ne peut pas comprendre les efforts qu'il nous faut faire. Et si on ne les comprend pas, on ne les fera pas. Et si on ne les fait pas, alors ce sont tous les Français qui souffriront. Je ne veux pas de cette souffrance, car elle serait la conséquence de la facilité, de la démagogie et du mensonge. Si la France a mieux résisté que d'autres, c'est qu'elle a puisé sa force dans ce qu'elle avait de meilleur, dans ce qui lui a toujours permis de surmonter les pires épreuves, de demeurer un grand pays. Je veux parler du travail, je veux parler de l'effort, je veux parler du courage, je veux parler de l'intelligence, je veux parler des valeurs de responsabilité et d'autorité. Je veux parler du sentiment très fort de former une seule et même nation. Je veux parler de l'idéal de la République, de la chance qu'elle veut donner à tous les talents, à tous les mérites, de la valeur qu'elle reconnaît au travail. Je veux parler de cette grande chose en France qui s'appelle l'État et dont on voit bien dans la crise combien l'absence ou la faiblesse aurait été dangereuse. Pendant 5 ans, la France s'est appuyée sur ses valeurs, sur ses institutions, pour rester forte. Ce fut une tâche très difficile, parce qu'il a fallu rompre avec des habitudes, mes chers amis, des habitudes ancrées depuis des décennies. Et la première des habitudes avec lesquelles il a fallu rompre, c'est l'habitude détestable de toujours céder, de toujours reculer face à la moindre pression, face à la moindre protestation. Jamais autant de réformes n'ont été accomplies, mais tant de retard avait été pris et la crise a ouvert tant de fronts, la crise a demandé tant d'énergie. Les effets bénéfiques de tant de réformes que la France attendait ont été masqués par les dégâts de la crise, je le sais. Mais grâce à ces réformes, la France a renoué avec ses valeurs et la France sortira plus forte de la crise. Si les Français ont souffert de la crise, réfléchissons aussi, c'est à proportion des erreurs qui avaient été commises et qui ont affaibli la France. Pendant trop longtemps, les valeurs d'où vient la force de la France ont été abandonnées par ceux-là même qui avaient la responsabilité de les défendre. L'idéologie du partage du travail, la mise en cause systématique de toute forme d'autorité, la dilution des responsabilités ont affaibli la France et ont rendu les Français plus vulnérables. À force de ne plus regarder la France comme un tout, comme une destinée commune dont chacun est solidaire, mais comme une simple juxtaposition de communauté et de clientèle, à force de donner à chacun ce qu'il réclame sans tenir compte de ce que ça coûte à tous, à force que chacun n'ait plus que des droits et que l'on ne se soucie plus de lui faire respecter des devoirs, on a fragilisé la société. On a pris le risque qu'elle vole en éclats dans l'épreuve au moment où elle avait besoin de la plus grande des cohésions.
Quand on oublie la France, mes chers amis, on tolère l'absentéisme scolaire, on s'offusque de la suspension des allocations familiales et on oublie qu'un enfant qui ne va pas à l'école, c'est une richesse immense que la France gaspille et que toute sa vie, cet enfant sera à la charge de tous. Quand on oublie la France, on oublie que ceux qui ne travaillent pas sont toujours à la charge de ceux qui travaillent. Et si ceux qui travaillent sont de moins en moins nombreux, la charge finira par devenir insupportable. Quand on oublie la France, on oublie que c'est le travail des uns qui donne du travail aux autres et qu'en partageant le travail, au lieu de l'encourager, on s'appauvrit collectivement au lieu de s'enrichir. Quand on oublie la France, on oublie que ce sont les travailleurs qui payent les retraites et que s'il y a toujours moins de travailleurs et toujours plus de retraités, il arrivera fatalement un jour où les retraites ne seront plus payées. Quand on oublie la France, on oublie qu'un territoire abandonné, c'est d'abord une ressource dont le pays se prive. Quand on oublie la France, on oublie que dans une nation tout se tient, que la prospérité de chacun dépend de la prospérité de tous, que le bonheur de chacun dépend aussi du bonheur de tous, la prospérité au milieu de la misère, le bonheur au milieu du malheur. Cela ne peut pas durer, cela ne dure jamais bien longtemps. Quand on oublie la France, on oublie que l'on ne peut pas faire un pays qu'avec des cadres, qu'avec des savants, qu'avec des ingénieurs. On oublie qu'une France sans agriculteurs, sans ouvriers, sans artisans, sans usines, sans ateliers, sans fermes, serait une France qui aurait perdu une partie de son âme, de sa culture et de son identité. Et par-dessus tout, que ce serait une France économiquement à la merci des autres. Quand on oublie la France, on oublie que l'État, c'est tous les Français, que la dette de l'État et la dette des Français, c'est une seule et même dette. On oublie que l'on ne peut pas bâtir une société et une économie prospère sur la ruine de l'État, ni la prospérité de l'État sur la ruine de la société et de l'économie. Au fond, mes chers amis, la France, c'est le nom que nous donnons à la solidarité entre les Français d'aujourd'hui et à la solidarité entre les générations. C'est cela, la France. La France, c'est ce qui nous appelle à ne jamais sacrifier l'avenir au présent. La France, c'est le nom par lequel nous disons le mieux notre amour à nos enfants et à nos petits-enfants. La France, c'est le mot qui nous fait nous souvenir avec respect et avec tendresse de ceux qui nous ont aimés assez pour nous laisser ce pays magnifique. Les ouvriers qui m'ont dit, la semaine dernière, à la centrale nucléaire de Fessenheim, « Monsieur le Président, ils nous ont vendus », savent bien que l'on ne croit pas en son pays quand on est prêt à arrêter des dizaines de réacteurs nucléaires en contrepartie d'un accord électoral qui se fait sur le dos de milliers d'ouvriers de la filière nucléaire française. Je me demande quel prix on attache au travail. Est-ce qu'on est capable de dire en face à face, en regardant dans les yeux, un ouvrier dont on vole le travail parce qu'on a voulu glaner quelques voix sur le tapis vert des négociations politiciennes et partisanes. Je préfère être à ma place
Je préfère tenir le discours de vérité que d'être à la place de ceux qui font cela. Parce que moi, je ne pourrais pas paraître devant ces ouvriers à qui on dit « votre emploi, nous le volons pour gagner la place que nous voulons ». Aimer la France, c'est refuser d'accepter les 35 heures qui mettent tant d'entreprises françaises hors d'état d'affronter la concurrence des entreprises étrangères. Aimer la France, c'est refuser de promettre la retraite à 60 ans en sachant que dans moins de 10 ans, on ne pourra plus payer les retraites. Aimer la France, c'est refuser d'augmenter les dépenses et d'augmenter les impôts en pleine crise mondiale de la dette. Aimer la France, c'est refuser d'aborder l'immigration par la seule posture idéologique. C'est un sujet qu'il faut évoquer avec gravité, parce qu'une immigration non maîtrisée est la cause de beaucoup de souffrances. Et les premiers à en souffrir sont ceux que l'on n'est pas capable d'accueillir dignement. Et ceux-là sont souvent ceux qui se sont fait dépouiller de leurs maigres économies par des passeurs sans scrupules qui n'ont pas hésité à mettre leur vie en danger et qui ne sont qu'une bande de criminels qui ne méritent que le châtiment le plus extrême. On n'exploite pas la misère des autres. Il y aurait d'ailleurs d'autres conséquences très lourdes si l'on ne maîtrise pas l'immigration, alors que le chômage reste si élevé. Notre protection sociale ira droit à la faillite. Notre pacte social explosera, car nous n'aurons pas les moyens de le financer. Et alors, ce seront toujours les mêmes, les plus faibles, les plus vulnérables, ceux qui ont le plus besoin de la solidarité nationale, qui en souffriront le plus. Je n'ai jamais été, et je n'ai pas changé, et je ne changerai pas pour l'immigration zéro, qui pour un pays comme la France n'a tout simplement pas de sens. Mais refuser tout contrôle, récuser l'immigration choisie, laissant ainsi la porte ouverte à l'immigration subie, c'est irresponsable et c'est moralement condamnable. Mes chers amis, rien n'est plus dangereux que la bonne conscience qui ne veut pas regarder en face les conséquences de ce qu'elle réclame. Seul compte pour la bonne conscience son image et son miroir. Régulariser massivement, ouvrir les vannes, ce n'est ni plus ni moins qu'une faute. Quand on aime la France, on ne réduit pas la nationalité française à une adresse et on ne prend pas le risque du vote communautaire qui ferait peser sur les élus locaux une pression communautariste immense et voler en éclats notre pacte républicain. Quand on aime la France, on veut que la France soit maîtresse de son destin et maîtresse chez elle. C'est cela, aimer la France. Quand on aime la France, on ne propose pas de ratifier la charte des langues régionales qui n'a pas pour but de faire vivre les langues régionales dans lesquelles je crois, mais de reconnaître des droits linguistiques à toutes les minorités et de les placer sous le contrôle d'une Cour européenne qui jugera sans tenir compte de notre histoire nationale et de notre tradition républicaine. C'est le communautarisme qui est au bout du chemin et pas la défense d'un magnifique patrimoine de langues et de cultures qui font la richesse de notre pays. Je veux défendre ce patrimoine. Je veux m'opposer à toute dérive communautariste parce que cette dérive ruinerait des siècles d'efforts et de sacrifices pour nous construire un État, une nation, une république dont nous pouvons être fiers et dont nous tirons notre force. Je me souviens de ceux qui, il n'y a pas si longtemps, refusaient l'interdiction de la burqa parce que leurs convictions n'étaient pas assez fortes. Je me souviens de ceux qui voulaient séparer les hommes et les femmes dans les piscines municipales parce qu'ils étaient prêts
à tous les compromis avec les valeurs républicaines. Pas de compromis avec les valeurs républicaines. Je vois ce qui se passe dans certaines cantines scolaires. Je vois tous les jours la laïcité attaquée par ceux-là même qui prétendent la défendre contre des menaces imaginaires, alors que leurs attaques à eux sont bien réelles. Quand on aime la France, on défend ses valeurs qui sont à l'opposé du communautarisme. Quand on aime la France, on ne dresse pas les minorités contre la République. Quand on aime la France, on n'est pas du côté de ceux qui, pour défendre leurs intérêts, bloquent le pays et prennent les Français en otage dans des conflits qui ne concernent que des minorités protégées par des statuts dont elles ont fini par penser qu'ils leur donnaient tous les droits. Quand on aime la France, on est pour la continuité du service public, parce que la continuité du service public, c'est le devoir des agents du service public. Quand on aime la France, on n'est prisonnier d'aucun groupe de pression, d'aucun syndicat, d'aucune clientèle, d'aucune minorité. On ne se pose qu'une seule question, la question de l'intérêt général. Aimer la France, c'est tenir la parole de la France. La parole de la France, on la respecte et on l'honore. Quand on aime la France, on ne ment pas tous les jours aux uns pour faire plaisir aux autres. On ne tient pas le même discours à tout le monde, parce que tenir le même discours à tout le monde, c'est la seule façon de respecter les Français. Quand on aime la France, on dit la vérité aux Français sur ce que l'on veut faire. Sinon, on jette un discrédit sur une parole publique qui n'a pas besoin d'être discréditée. Il faut avoir le courage de dire aux élites qu'une partie d'entre elles n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités en s'octroyant des rémunérations qui défiaient le sens commun. Cette minorité a trahi les valeurs qu'elle devait défendre et incarner. Il faut avoir le courage de dire à la jeunesse qu'elle ne réussira pas sans effort. Il faut avoir le courage de dire aux ouvriers qu'ils ne pourront pas gagner plus en travaillant moins. Il faut avoir le courage de dire aux retraités que l'on ne pouvait pas continuer à payer les pensions à crédit. Il faut avoir ce courage d'aimer la France, ce courage de respecter les Français, ce courage de la vérité. Cette campagne doit être une campagne de vérité. Cette vérité, les Français la méritent et la France en a besoin. Où est la vérité? Quand on explique en même temps que l'on veut punir les voyous et abroger la loi sur la récidive et abroger les peines planchers. Où est la vérité? Quand on ne dit pas la même chose selon l'interlocuteur auquel on s'adresse. Où est la vérité quand on dit tout et son contraire? Où est la vérité lorsqu'on est d'un côté de la Manche ou de l'autre, quand on fait semblant d'être Thatcher à Londres et Mitterrand à Paris? On veut bien choisir, mais alors il faut tomber le bon jour, choisir le bon discours. À peine a-t-on compris la bonne proposition qu'elle est déjà retirée. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige un pays qui est la 5e puissance mondiale. Où est la vérité? À moins que nous n'ayons pas bien compris. Où est la vérité? Quand on dit chaque jour le contraire de la veille, mieux vaut économiser les réunions et les meetings. Ça va devenir compliqué. Alors un jour, on avance que tous les clandestins vont être régularisés. Mais un autre jour, on dit non, ce sera au cas par cas. Un jour, on annonce solennellement le retour à la retraite à 60 ans. Mais le lendemain, on dit qu'il fallait comprendre autre chose.
on ne sait toujours pas quoi, et on se demande même s'il y a quelque chose d'autre à comprendre. Un jour, on annonce la fin du quotient familial, mais le lendemain, on se dépêche de dire que non, mais que l'on va quand même tout changer. Changer quoi? Quand? Comment? Un jour, on annonce la légalisation de l'euthanasie. Un autre jour, on déclare que l'on a mal compris. Mais la fin de la vie, mes chers amis, est un sujet trop douloureux. C'est un sujet dont je suis certain qu'il ne doit pas être instrumentalisé. Parce que l'euthanasie, c'est une question qui engage tant de choses profondes et intimes. C'est un dilemme profondément humain que la loi, sans doute, comme elle le fait déjà, cher Jean Leonetti, peut encadrer, mais qu'à mes yeux, elle ne doit pas trancher. Quand on aime la France, on ne fragilise pas les institutions qui forment la trame de notre vie sociale. La famille, le mariage font partie de ces institutions qu'il ne faut aborder qu'avec infiniment de précaution. Quels que soient les bouleversements que la famille, que le mariage ont connus depuis des décennies, la famille, le mariage, restent des repères, restent des références profondément ancrées dans notre conscience collective et qui font partie de notre identité. Nous ne voulons pas que l'on sacrifie notre identité à la mode du moment. Au fond, je voudrais que chacun aborde des sujets aussi profonds que la fin de vie, que le mariage, que la filiation, que la famille, de façon apaisée, en respectant les souffrances des uns, car il y a beaucoup de souffrances, les angoisses des autres, les convictions intimes de chacun, qu'elles soient philosophiques, morales ou religieuses. Faire partie d'une même nation, être français, c'est accepter l'idée que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare et qu'il y a entre chacun d'entre nous un lien fraternel, un lien de solidarité, de compréhension, de respect que nous ne devons pas abîmer en nous insultant, en nous déchirant ou en assurant la promotion d'idées irréfléchies et irraisonnées, encore une fois, pour aller gagner ici ou là quelques voix. C'est l'esprit dans lequel j'aborde cette campagne. C'est l'esprit avec lequel je veux aller à la rencontre des Français. Dans une campagne, il y a des convictions qui s'affrontent, il y a des opinions qui se combattent, il y a même des personnalités qui s'opposent. Mais il n'y a aucune raison de se laisser aller à des attaques basses qui ne feraient qu'exprimer un manque de considération pour les Français qui méritent un débat d'une certaine tenue. Une campagne présidentielle, c'est pour un homme ou une femme une rude épreuve, une épreuve de vérité et une épreuve de sincérité. Il ne faut pourtant pas vivre cette épreuve douloureusement, parce qu'une campagne, c'est un moment privilégié. On va à la rencontre des Français, on les écoute, où on leur parle. Je vais à cette rencontre sans protocole, sans intermédiaire. J'y vais, je vous le dis, plus libre que jamais je ne l'ai été. Je vais à cette rencontre sans détour, tel que je suis, sans artifice de communication, heureux de parler de notre pays et de dire les leçons que je tire de mon expérience pour l'avenir de la France. J'y vais avec lucidité, mais j'y vais avec une force de conviction qui est à proportion de l'amour que j'ai toujours éprouvé pour notre pays. Je vais à cette rencontre en ayant en moi tout ce que j'ai appris des souffrances qui se sont exprimées devant moi, chef de l'État, souffrances auxquelles je ne pouvais pas répondre. Celle de la victime dont on n'a pas retrouvé le coupable,
celle de la femme ou de la mère qui pleure devant le cercueil d'un soldat mort pour la France, celle de ce chômeur dont l'usine vient d'être délocalisée et qui ne sait pas, alors qu'il n'y est pour rien dans son licenciement, comment il va faire vivre sa famille. Je vais à cette rencontre en sachant, et je ne l'ai jamais dit, que la volonté ne peut pas tout. Mais sans volonté, mes chers amis, on ne peut rien. Certains considèrent qu'il vaut mieux ne rien tenter que de prendre le risque d'échouer. Comment ils disent? Le risque de donner, oui, de faux espoirs. Mais mes chers amis, si l'on ne veut rien, si l'on ne tente rien, si l'on ne prend jamais le risque d'échouer, alors on peut être certain qu'il n'y a plus rien à espérer du tout. Quand on risque d'échouer, on risque aussi de réussir. Alors je préférerais toujours prendre le risque d'échouer que de renoncer à la possibilité, même la plus mince, de réussir. S'il y a une chance, vous m'entendez bien, une chance d'empêcher qu'une vie s'abîme, s'il y a une chance, vous m'entendez bien, une chance de sauver un emploi, s'il y a une chance, rien qu'une chance, d'éviter une souffrance, je ne me résignerai jamais à ne pas la tenter. Je suis fait ainsi et je n'ai pas l'intention de changer. Rester les bras croisés devant un problème, simplement parce qu'il est difficile, je vous garantis, depuis 5 ans, j'en aurais des crampes si j'avais fait cela. Lever les bras au ciel en s'écriant que contre le chômage, on a tout essayé, ou que l'État ne peut pas tout, et que par conséquent on ne fait rien, c'est une conception de la politique qui ne sera jamais la mienne. Je préfère arrêter que de devenir comme cela. Nous n'avons pas toujours réussi ce que nous avons entrepris. Mais chez Le Jabi, chez Photowatt, chez Alstom, il y a des ouvriers qui sont soulagés parce qu'ils n'ont pas été abandonnés. Il y a des milliers de travailleurs qui ont sauvé leur emploi, qui étaient condamnés d'avance grâce au Fonds stratégique d'investissement, aux médiateurs du crédit, auxquels personne ne croyait. Que l'on aille donc leur demander aujourd'hui s'ils auraient préféré que l'on ne tentât rien, tout tenter même quand il semble que les chances sont faibles. Voilà ma conception de la responsabilité en politique. La responsabilité, c'est une valeur dont je veux parler aux Français, parce qu'on l'a trop souvent négligée. La responsabilité, c'est le contraire de l'impunité. Chacun doit être responsable de ses actes. Chacun doit assumer les conséquences de ce qu'il fait, de ses erreurs, de ses fautes, de ses manquements, comme de ses réussites. L'impunité pour le fraudeur, pour le voyou, ce n'est pas acceptable. Mais l'impunité en haut de l'échelle ne l'est pas davantage. Quand un préfet ne fait pas son travail, je l'assume, on change le préfet. Quand un juge commet une faute, je l'assume, il doit être sanctionné, car il n'y a aucune indépendance qui exonère de toute responsabilité. Je veux aller à la rencontre des Français pour leur parler de l'autorité, cette valeur que l'on a tant dénigrée dans le passé et dont on se rend compte à quel point maintenant elle manque. Je veux parler de l'autorité du maître à l'école, du maître à l'école. Pas du copain à l'école, du maître à l'école. Je veux parler de l'autorité du professeur, de l'autorité du policier, de l'autorité de l'État, de l'autorité de la loi. Je veux parler de l'autorité que confère le savoir et que confère la morale. Je veux dire qu'un monde sans autorité est un monde sans liberté. Parce que l'autorité et la liberté, c'est complémentaire. C'est l'ordre et le mouvement. C'est la transmission et la transgression dans la même direction. Je ne veux pas aller à la rencontre des Français pour parler à la droite
pour parler à la gauche, pour parler au centre. Pour moi, la France, c'est tous les Français. La France, ce ne sont pas des camps, ce ne sont pas des partis, ce ne sont pas des factions qui ne cessent jamais de se combattre avec la certitude d'être le bien contre le mal. Je ne pense pas qu'il suffise d'être dans le camp du mal parce qu'on n'est pas immédiatement convaincu par mes idées, par mon action et par mon discours. Au-dessus des partis, il y a la France. Et il faut aimer la France davantage que son propre parti. Je veux dire aux Français qu'il ne faut pas toujours se demander si une idée est de droite ou de gauche, mais si cette idée est la bonne pour le pays. Pendant 5 ans, j'ai pu mesurer la puissance des corps intermédiaires qui s'interposent parfois entre le peuple et le sommet de l'État. Ces corps intermédiaires qui prétendent souvent parler au nom des Français et qui, en vérité, souvent, confisquent la parole des Français. Que ce soit pour l'autonomie des universités, le service minimum, la réforme des ports ou les retraites. J'ai pu mesurer bien souvent la difficulté de réformer quand les Français n'ont pas leur mot à dire. Ce ne sont pas les Français qui sont rétifs aux réformes, mais les corps intermédiaires qui n'aiment rien tant que l'immobilisme. Je veux rendre la parole aux Français. Les défis sont trop grands, les changements trop importants pour que les Français n'y soient pas associés directement. J'ai bien entendu les cris de ceux qui pensent que se tourner vers le peuple, c'est du populisme. Au fond d'eux-mêmes, ils trouvent sans doute que le peuple n'est pas assez raisonnable, que le peuple n'est pas assez intelligent et que mieux vaut ne pas demander son avis au peuple. Je sais très bien que tous ceux qui pensent cela ne voudront rien lâcher de leur pouvoir. Ils résisteront. Ils ont fait la même chose au général de Gaulle en 1962, lorsque le général de Gaulle a dit que seul le peuple de France pouvait choisir le président de la République française. À l'époque, on disait de Gaulle qu'il était un dictateur et de sa volonté qu'elle était une forfaiture. Si j'en juge, les candidats de 2012 doivent être en désaccord avec les socialistes de 1962. Ce qui était une forfaiture à l'époque ne semble gêner personne aujourd'hui. Je veux être le candidat du peuple de France. Je ne serai pas le candidat d'une petite élite contre le peuple. Le référendum, c'est l'esprit de la Ve République. Et la Ve République, nous lui devons beaucoup. Enfin, avec la réforme de la Constitution, j'ai voulu trouver une voie raisonnable qui ne modifie pas les grands équilibres de nos institutions. Une voie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, qui redonne des droits au Parlement. Ce ne fut pas toujours facile. Et même, cher Jean-François, une réforme qui a donné des droits à l'opposition. Je l'ai fait parce que je pensais que c'était souhaitable pour notre démocratie. La majorité ne s'affaiblit pas lorsqu'elle reconnaît des droits supplémentaires à l'opposition. Quand on est fort, quand on est sûr de ses convictions, on tend la main, on ne ferme pas le poing. À mes amis qui souvent m'ont dit « On a confié la présidence de la Commission des finances à l'opposition. Regarde ce qu'ils en font. » J'aurais dit oui, bien sûr, mais nous ne serons jamais comme eux. Parce qu'on ne combat pas le sectarisme en étant sectaire soi-même. Parce qu'on ne combat pas l'intolérance en étant intolérant soi-même. Parce qu'on ne combat pas l'excès en étant excessif soi-même. Nous ne leur ressemblons pas. Nous n'avons pas les mêmes méthodes. Nous n'avons pas d'ennemis dans le peuple français.
Et je souhaite mes chers amis, quitte à vous sembler naïf ou idéaliste, mais j'ai des convictions tellement profondes. Pour notre France, pays si éruptif, parfois si violent, je souhaite que nous continuions à aller dans le même sens, celui du renforcement de notre démocratie. Bien sûr, il y a des débats et nous conduirons ces débats, mais je veux évoquer la question d'un mode de scrutin qui tient à l'écart du Parlement de grands courants de notre vie politique et qui, au fond, pousse en définitive aux manœuvres d'appareil dont je parlais il y a un instant. Ce qui s'est passé avec le nucléaire, c'est tout simple. Un courant politique, pour avoir des sièges, négocier avec un autre courant politique sur le tapis vert. Parce que ce courant politique devient prisonnier de la formation la plus grande, au seul prétexte que ce courant politique seul ne pourrait avoir un seul siège. Je le dis d'emblée, je suis convaincu qu'un mode de scrutin doit d'abord avoir pour objectif de dégager une majorité capable de gouverner. Je ne céderai jamais sur ce sujet. Je suis attaché, cher Jean-François, au scrutin uninominal à 2 tours, qui a cette vertu. Et ce scrutin doit rester la règle. Mais réfléchissons ensemble. Est-ce que lorsqu'il y a 30 ans, on a fait rentrer une partie de l'opposition dans les conseils municipaux, on a affaibli ou on a renforcé les conseils? Je pense qu'on a renforcé la démocratie locale. Il me semble donc qu'on pourrait corriger à la marge ce mode de scrutin pour que tous les grands courants politiques puissent avoir des représentants. La République, mes chers amis, est plus forte quand chacun s'exprime à l'intérieur de la République plutôt que quand on est obligé de s'exprimer à l'extérieur de la politique. Et qu'on ne vienne pas me dire que ça favorisera plutôt ceux qui n'ont pas nos idées que les nôtres. Je crois que la grandeur qui est la nôtre, c'est d'être des démocrates et des républicains, d'être des hommes et des femmes qui ignorent toute forme de sectarisme. J'ajoute, et ça sera un beau débat, qu'il faudra, à mes yeux, engager sans tarder, avec toutes les formations politiques, un dialogue consensuel et républicain pour arriver à réduire le nombre de nos parlementaires. La classe politique, dans toutes ses composantes, montrera ainsi l'exemple de la raison. Mes chers amis, je vous l'avais dit, je me sens un homme libre. Je veux parler aux Français, à tous les Français. Oui, vous savez, en faisant cela, on va renforcer la force de la République. En faisant cela, les Français qui nous regarderont diront « Voici des hommes et des femmes qui sont capables de se hisser au-dessus de leurs intérêts partisans parce qu'ils ne pensent qu'à une seule chose, l'intérêt général et l'intérêt de la France. Voilà la campagne que je souhaite mener en votre nom. » Je vais terminer, mais j'aurais pu vous parler de tant d'autres choses. Devant Alain Juppé, j'aurais pu dire combien j'ai été bouleversé en Libye quand j'ai vu le nom de la France acclamé par cette jeunesse arabe qui ne criait pas mort aux Juifs, mort aux Américains, mort à Israël, mais qui disait démocratie, croissance, formation et emploi. J'ai été bouleversé en Côte d'Ivoire quand j'ai vu que grâce à la France, enfin, on permettait aux Ivoiriens d'élire démocratiquement un président. Ils en ont le droit. Et combien j'étais emporté à Tbilissi, en Géorgie, de voir à quel point les drapeaux français étaient synonymes de liberté. J'aurais pu parler de la Méditerranée, mais je voudrais vous dire simplement
mes chers amis, simplement que la France a besoin de vous. Ce pays, c'est le nôtre. Ce pays, nous l'aimons. Ce pays, c'est nous tous. Je vous demande une chose ce soir, ici à Marseille. Aidez-moi. 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 Aidez-moi à réussir pour la France. Aidez-moi à rassembler le peuple de France. Vous êtes le peuple de France. Vive la République et vive la France. Voilà, c'est donc la fin de ce premier grand meeting de Nicolas Sarkozy ici à Marseille. Vous l'avez entendu, le président sortant a parlé un peu moins d'une heure. Il va maintenant logiquement aller prendre un bain de foule. Il affectionne ce genre d'exercice. Voilà, avec son épouse Carla. Voilà cette image. Regardez-la. Carla Bruni Sarkozy, qui l'avait promis, elle s'engagerait dans cette campagne. Voilà qui est fait sur ces images. Si certains en doutaient, le président sortant qui salue aussi son Premier ministre, François Fillon. Et les voici maintenant tous les deux en compagnie d'Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères, en train de saluer cette foule en liesse ici à Marseille. C'est quelques 6000 personnes ici à l'intérieur du hall où nous nous trouvons et les quelques 2000 personnes, 2500 personnes environ qui se trouvent à l'extérieur avec cette Marseillaise, vous l'avez vu, qui a commencé en musique mais qui s'y terminait avec la seule voix des militants sympathisants qui se sont ici précipités pour ce premier grand meeting de campagne que vous avez vu en direct et en intégralité sur les chaînes parlementaires. Roland, on commente ensemble ces images. Bon, c'est vrai qu'à Annecy aussi, à l'occasion de son tout premier meeting, c'était jeudi dernier, il avait donné un peu de temps à la foule, à ses militants qui viennent le voir. C'est un signe dans cette campagne. Oui, c'est un signe et on voit que c'est un besoin, une attente très forte des gens qui sont là. Il ne faut pas négliger la dimension de plaisir dans les meetings. Les gens qui viennent ont le plaisir d'être là, de crier, de dire leur adhésion, leur ferveur. Ils ont envie d'entendre certaines phrases, ils éclatent en applaudissements à certains moments. Et le fait d'avoir comme ça, de pouvoir toucher le président de la République, leur idole, celui pour qui ils vont voter, pour qui ils vont faire voter, ça fait partie de ce plaisir intense, militant, ou simplement de gens qui, sans être des militants, sont des supporters. Et puis il s'agit aussi pour le président sortant justement de laisser de côté son costume de président. C'est un exercice pas si évident que ça, j'imagine. Oui, c'est étonnant de pouvoir se dire je quitte mon bureau, les gens de la République, et je repars sur le terrain pour faire le boulot de campagne. Mais on sent que lui aussi, il adore ça. Enfin, la dimension de plaisir, elle est présente chez lui aussi. Je crois que ça n'est pas fin quand il dit qu'il est heureux de repartir directement comme ça au milieu de la foule. Voilà, on le voit là, on voit qu'il a un vrai plaisir à être là, et aussi parce qu'il a le sentiment que son discours a bien marché, que les gens ont adhéré. Peut-être d'ailleurs il aurait pu être un peu plus long. Peut-être il aurait pu être de temps en temps encore plus
agressif. Il a encore retenu un certain nombre de ses phrases. J'ai le sentiment que la foule est heureuse, contente, mais qu'on va sans doute monter encore en crescendo pendant la campagne. Nicolas Sarkozy, son épouse Carla Bruni Sarkozy, juste derrière lui, vous le voyez sur ces images, qui donc remonte cette salle ici à Marseille. Je vous rappelle qu'il y avait 4500 places assises ici, 2000 personnes, allez un tout petit peu moins ici à l'intérieur, et puis plus de 2000 personnes dehors, à l'extérieur de cette salle où nous nous trouvons actuellement. Il va donc... Jean-François Copé a cité le chiffre de 15 000 personnes, ça paraît sans doute un peu exagéré. En tout cas, nous ne pouvons pas... Mais en tout cas, il y a nettement plus de gens que ce qui était possible dans la salle. C'est tout de même un beau succès de l'audience. Et nous ne pouvons pas confirmer ce chiffre de 15 000 de là où nous sommes. Ça sera à vérifier sans doute demain à travers ce qui sera écrit, dit un peu partout chez nos confrères. Michael Zamès, vous le voyez sur ces images, essaye d'obtenir un mot du chef de l'État. Peut-être allons-nous avoir ce mot en direct avec Michael Zamès. Un mot, vous avez fait un appel au peuple français. Oui, apparemment il répond là. Merci. Madame Bruni, Madame Sarkozy, Madame Sarkozy, un mot en direct, l'ambiance aujourd'hui. Formidable, formidable. Voilà, ces quelques mots au micro de Michael Zamès qui travaille dans des conditions difficiles, tout comme tous nos confrères d'ailleurs cet après-midi à Marseille, car il faut lutter pour obtenir ces quelques mots du chef de l'État, de son épouse, on l'a vu à l'instant. Oui, vous avez remarqué, en effet, Nicolas Sarkozy a le sentiment que ça a marché. On lui dit, vous avez lancé un appel, et il dit, vous voyez, la réponse est là. Et c'est ça, une campagne électorale. C'est le sentiment qu'on rencontre les gens dont on a besoin pour voter, pour faire voter, car on rencontre dans les meetings des gens qui vont devenir à leur tour des gens qui vont essayer d'aller convaincre les autres. Et c'est parfois d'ailleurs l'erreur que font certains candidats de croire que parce que dans les meetings on les acclame, ils ont déjà gagné. Bon, c'est pas le cas, mais il y a ce plaisir encore une fois d'avoir le sentiment que l'appel qu'on vient de lancer est immédiatement entendu et relayé par les militants. Voilà, et on le dit souvent, hein, Roland, à l'occasion des commentaires qu'on fait sur ce type d'événement, c'est là qu'on va trouver de l'énergie lorsqu'on est candidat. C'est là qu'on va puiser l'énergie suffisante pour continuer et transmettre de l'énergie aux autres aussi. Hein. Et oui, c'est extrêmement important. Il y a cette dimension de plaisir, d'énergie, d'enthousiasme qui est réciproque entre le candidat, les supporters et les réseaux. Et puis il y a ce qu'on transmet à partir de ces images. Hein. Le sentiment d'enthousiasme, il est aussi à transmettre pour les gens qui vont regarder, qui sont en train de regarder ou qui ce soir regarderont à la télévision les extraits. On voit la capacité de mobilisation du parti ou du QG de campagne La France Forte. On voit que c'est capable d'organiser les choses avec une certaine puissance. C'est aussi à ça que ça sert un meeting comme celui de Marseille aujourd'hui. Nicolas Sarkozy qui vient donc d'achever son discours il y a maintenant à peu près 5 minutes et qui continue cette remontée des travées ici à Marseille. C'est l'occasion aussi de dire, Roland, car il faut le préciser, que toutes les images que vous êtes en train de voir actuellement en direct sur les chaînes parlementaires sont fournies par le QG de Nicolas Sarkozy. Images réalisées et produites donc par le staff de Nicolas Sarkozy. Oui, c'est intéressant. Là, les Français ont imité ce qui se fait dans les conventions républicaines ou démocrates aux États-Unis. Les images sont fournies directement par les organisateurs et les télévisions dont nous aujourd'hui nous ne pouvons que reprendre ces images. Nicolas Sarkozy avait inauguré cela lui-même en 2007 pour la première fois en France. Les socialistes l'ont imité dans cette campagne électorale. Les images du fameux meeting du Bourget, oui. On l'avait dit, étaient de cette même nature. Ouais. On voit évidemment quand on regarde, quand on compare les images que nous voyons avec ce que nous voyons en vrai, je dirais, autour de nous, on voit que ces images sont particulièrement bien faites. Elles suggèrent en effet la puissance. L'image paraît donner encore plus de grandeur à l'ensemble de ce dispositif. Michel Alliot-Marie est au micro de Michael Zamès. Oui, absolument. Michel Alliot-Marie, merci d'être intervenu en direct avec nous. Comment est-ce que vous avez trouvé ce premier discours, grandeur nature de Nicolas Sarkozy? Il vous l'a dit, la vérité reste la vérité, même si de temps en temps c'est dur à accepter.
Bien sûr, mais je crois que c'est ça être un chef d'État. C'est effectivement savoir dire aux Français exactement ce qu'est la situation. Et je pense que se réfugier derrière des à peu près, se réfugier derrière des rêves, ça n'est pas ce qu'attendent les Français, surtout en période de crise. Je pense qu'il faut faire confiance aux Français, à leur maturité, à leur sens des responsabilités. C'est bien ce que fait le président de la République et c'est bien la raison pour laquelle il veut leur donner la parole. C'est la vérité contre le mensonge, ça sera ça un peu le thème de la campagne? Je pense que ce sera un des thèmes de la campagne. C'est en tous les cas ce qui donne l'ambiance de la campagne. On dit la vérité sur la situation, on dit la vérité sur le passé, on dit la vérité sur l'avenir. Et pour vous, aujourd'hui, il a dit la vérité, toute la vérité sur ces 5 ans passés et sur son bilan? Ah, absolument, je crois qu'il l'a fait avec beaucoup de sincérité. D'ailleurs, vous avez vu les réactions de la salle. Ce sont des choses qui se sentent. Et ce qui était formidable, je trouve, dans ce meeting, c'est à la fois l'enthousiasme de cette foule énorme, mais c'était aussi ce contact direct, cette sincérité qui venait, je dirais, des tripes et que tout le monde a ressenti comme cela. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Jean-Pierre, avec d'autres invités. Absolument, merci Mickaël pour cette réaction. Vous étiez dans la salle de presse, hein. C'est juste à côté de ce hall, avec cet écran géant. Vous avez pu voir sur vos images, tout comme figurent aussi des écrans géants à l'extérieur, on vous l'a dit, de cette salle, qui commence à se vider très tranquillement. On a envie de rester, visiblement, pour ceux qui sont venus. Elle tarde un peu à se vider, cette salle. On prend son temps, visiblement. On discute. Oui, d'autant que ça n'a pas été extrêmement long, hein. Très souvent, les discours des hommes politiques durent plus longtemps que ce qui est prévu. Donc là, on se disait, on annonce 1 heure, 1 heure et quart, il va bien faire 1 heure et demie. Et puis, c'est toujours pareil, on en redemande quand on est supporter. Et là, il a fait plus court que prévu. Il a enlevé certaines parties du discours prévu dans le texte qui avait été distribué. Il a été assez rapide et il a fait moins d'1 heure, ce qui, pour un meeting, fait que les gens ont envie de prolonger encore un petit peu la fête. Mickaël Zamès, c'est avec Madame Valérie Rousseau-Debord. C'est une des figures qui monte, Mickaël, à l'UMP en ce moment. Figure qui monte à l'UMP, Valérie Rousseau-Debord, qui fait partie de cette cellule riposte montée par l'UMP pour contrer le Parti Socialiste. Nicolas Sarkozy a voulu parler de la France et rien que de la France. C'est un discours qui vous a plu? C'était un discours charnel. C'était la déclaration d'amour de notre président qu'on connaît et de notre candidat pour la France. C'était un très beau discours. Il a dit des choses fortes. Il a fait un certain nombre d'annonces, notamment par rapport à la nécessité à terme d'envisager aussi pour être en phase avec une démocratie moderne, de réduire le nombre de parlementaires, envisager aussi d'insuffler une dose de proportionnel dans nos institutions, parce qu'il faut absolument que chaque Français se sente représenté à l'Assemblée nationale et non pas en dehors de l'Assemblée nationale. Il s'en est pris également aux autres candidats, au Parti Socialiste, mais aussi au Front National. On a entendu le mot de laïcité prononcé à plusieurs reprises. C'est un discours fort contre la gauche et contre le Front National. C'était bien ça le but aujourd'hui? Le but, c'était surtout un discours pour la France. Nicolas Sarkozy n'est pas le candidat de la droite, il n'est pas le candidat évidemment de la gauche, c'est le candidat de la France. Et aujourd'hui, ce qu'il a souhaité dire, c'est qu'il aimait charnellement ce pays, qu'il avait été à sa tête pendant 5 ans, qu'il avait encore beaucoup de choses à faire, mais qu'il avait beaucoup de choses à faire avec les Français. Il a demandé aidez-moi, et il a demandé qu'on l'accompagne, il a demandé qu'on soit fort avec lui. Voilà, c'est un appel au peuple de France pour continuer à réformer la France. Encore un mot sur les sondages. Depuis que Nicolas Sarkozy est rentré en campagne, il a pris entre 0,5 et à peu près 1%. Est-ce que ça sera suffisant alors que François Hollande est toujours en tête dans les sondages? Encore une fois, si vous voulez, on est au début de la campagne. L'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy remet tous les compteurs à zéro. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Le rendez-vous est pris, Valérie Rousseau-Debord. Merci, à tout à l'heure, Jean-Pierre. À tout à l'heure, Mickaël. C'est vrai qu'il y a eu assez peu d'annonces, Roland. On va revenir sur le fond du discours, sauf celle évoquée par Valérie Rousseau-Debord, députée UMP de la Meurthe-et-Moselle. On vient de l'entendre à l'instant. Pourquoi pas, a dit Nicolas Sarkozy, une dose de proportionnel pour législative, c'est nouveau. Oui. Et puis, cette idée de réduire le nombre de parlementaires. Alors, réduire le nombre de parlementaires, c'est une vieille promesse électorale qu'on retrouve dans chaque élection et qu'on ne fait jamais. Alors on verra si cette proposition-là est suivie, mais on sait qu'il y a une espèce de vieux fond anti-parlementaire français et que l'idée qu'on paye trop de députés et de sénateurs est une idée très populaire, très vite populaire. Bon, c'est une promesse, on verra bien. Sur la proportionnelle, c'est en effet plus intéressant parce que c'est la première fois que dans une campagne,
dirigeants du parti héritier du gaullisme se prononcent pour cette introduction d'une dose de proportionnelle que demandent déjà François Hollande et François Bayrou. Donc il y a aujourd'hui... Et Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon. Ça veut dire qu'il y a une espèce d'accord aujourd'hui de l'arc-en-ciel démocratique français pour cette dose de proportionnelle. Et évidemment, on disait tout à l'heure qu'il fallait convaincre du côté des centristes et du côté de l'extrême droite, et les uns comme les autres sont très preneurs d'une dose de proportionnelle parce que c'est la seule façon de garantir l'entrée au Parlement de façon significative de plus de centristes et de plus d'élus d'extrême droite. Donc là, je pense que du côté des alliés potentiels, possibles, ou des voix à conquérir sur ces deux ailes, c'est un message qui pourrait être entendu. Alors pour le reste, première remarque, une bonne moitié du discours est sur le thème d'un président sortant qui a été un président protecteur, un chef de l'État protecteur, celui qui aura permis d'éviter, a-t-il dit, la catastrophe, en parlant bien sûr de la crise économique. Oui, je crois que la crise est vraiment en fond de tableau de toute la première partie du discours. Le chef de l'État a le sentiment qu'on est trop vite sorti de la crise sans mesurer l'effort qui avait été accompli par lui d'abord et puis par le gouvernement et François Fillon qu'il a cité pour nous sortir de la crise. Il a vraiment le sentiment qu'il faut nous remettre les pendules à l'heure. Nous sommes passés à côté de la catastrophe. Nous avons évité une catastrophe, aussi bien sur le plan monétaire qu'économique, financier, social. Et il a le sentiment qu'il faut rappeler cela aux Français, qu'il y a un bilan de l'action gouvernementale en la matière. Alors, la question qui brûle les lèvres, est-ce qu'on peut gagner une élection comme celle-ci sur son bilan ? Évidemment pas, évidemment pas. C'est un mélange de bilan bien présenté et de promesses crédibles pour l'avenir. Ce qui est intéressant là, c'est que en même temps, lorsqu'il nous a parlé de la crise, chef de l'État, enfin le candidat aujourd'hui est allé assez loin dans cette direction en nous disant à plusieurs reprises qu'il y avait des gens qui niaient la crise et qu'il fallait les dénoncer comme des irresponsables. Et évidemment, c'est une figure de style. On ne voit pas très bien dans cette campagne aujourd'hui qui nierait la crise. Et il y a là une espèce de façon de présenter les choses dans lequel, au fond, il se présente comme le seul de l'échiquier politique aujourd'hui présent en termes de candidature, le seul à avoir mesuré ce que c'était que la crise et donc le seul à pouvoir continuer à nous en sortir. On voit bien que là, il y a une facilité qui s'est donnée, que s'est donnée Nicolas Sarkozy. Alors on va rejoindre Mickaël Zamès qui doit être tout près de Nathalie Kosciusko-Morizet, porte-parole du candidat Nicolas Sarkozy. Nous sommes en direct. Nathalie Kosciusko-Morizet va répondre en direct à une des questions concernant Nicolas Sarkozy et François Hollande. Le thème programme de François Hollande est un terme assez peu adapté. Ce que Nicolas Sarkozy a dit, c'est la France a droit à la vérité. Et on proposera un avenir aux Français en commençant par un discours de vérité. Un discours de vérité, c'est un discours qui parle à la fois des forces de la France et des difficultés qu'elle traverse, et en particulier de ce mouvement de crise qui traverse le monde. Un discours de vérité, ça ne peut pas être de dire une chose à Londres et une autre à Paris. Ça ne peut pas être de changer d'avis sur l'euthanasie, comme le candidat François Hollande récemment. Ça ne peut pas être de signer un accord avec les Verts et de déchirer le lendemain. On peut faire la liste ensemble de tous les sujets sur lesquels François Hollande a changé d'avis 2 fois, changé d'avis 3 fois. Et en général, d'ailleurs, on finit par ne plus savoir ce qu'il veut. On les fait ensemble. La retraite, le nucléaire, je l'ai dit, l'euthanasie, la place de la finance, est-il libéral ou n'est-il pas libéral? Tous ces sujets-là sont des sujets sur lesquels le candidat François Hollande est d'un avis, puis de l'autre, puis d'un troisième, et on ne sait pas finalement ce qu'il pense et ce qu'il propose. La vérité contre le mensonge, ce sera difficile à tenir pendant toute la campagne. C'est pas seulement la vérité contre le mensonge. Les Français ont droit à la vérité. Ils ont droit à une campagne dans laquelle on se dit les choses et on fait des propositions claires. Après, c'est proposition contre proposition. Ça encore, faut-il savoir qui propose quoi. Nicolas Sarkozy fait un certain nombre de propositions. Je pense que les Français aimeraient savoir concrètement, précisément, ce que propose François Hollande. Moi, je repose la question aujourd'hui. Retraite, finance, des questions de société, comme cette question très sensible de l'euthanasie, énergie. Que propose le candidat François Hollande? Il y aura beaucoup de propositions pendant la campagne.
Bien sûr qu'il y aura des propositions pendant la campagne, il y aura des idées aussi, il y aura des valeurs, il y aura tout ce que vous avez entendu là, qui sont ce qui permet en fait de porter la campagne au niveau qu'attendent les Français. On a des choix de société à faire, la France est forte de son histoire, de sa tradition, de ses compétences, elle traverse aussi une crise, elle traverse une crise que traverse le monde, elle est bousculée, il y a des Français qui souffrent. Aujourd'hui, ils ont droit à un discours de vérité sur la situation et des propositions claires. Et après, ils choisiront, mais il faut que les propositions soient claires. C'est ça le message principal de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce n'était pas encore l'heure des propositions. Ah bah, il y a des propositions, vous avez bien entendu la fin du discours, vous les entendrez, vous en entendrez d'autres au fur et à mesure, mais il y a surtout un appel à ce que la campagne se fasse sans agressivité, sans sectarisme, au niveau, à la qualité de ce que sont en droit d'attendre les Français, et se fasse dans la clarté. Chacun doit dire ce qu'il propose véritablement, et ce n'est pas un jour une chose et l'autre jour une autre. Merci à vous. Voilà, vous avez entendu en direct Nathalie Kosciusko-Morizet, la nouvelle porte-parole de Nicolas Sarkozy. Tout à fait, Nathalie Kosciusko-Morizet qui va quitter le gouvernement dans les 48 heures pour eh bien, être à plein temps sur ce poste de porte-parole du candidat. Chers amis, bonjour, un petit signal. En votre nom à tous ceux qui n'ont pas pu rentrer dans cette salle et qui suivent ce meeting à l'extérieur, à l'espace bar, devant un écran géant, nous sommes ensemble et je viendrai d'ailleurs chanter avec eux dehors aussi la Marseillaise à la fin du discours. Vive la France, vive la nation! Non, ce n'est pas par la fin que je commence. C'est bien par le début.